Oh, c'est 8h moins 15. Bah oui, c'est pour ça. Si vous êtes prêts, vous me dites. On y va? Allez, on démarre. Alors, ce soir, grande première. C'est la première fois que nous entendons parler à fond couverte un spécialiste de l'apiculture qui vient avec tout son matériel, mais c'est aussi la première fois que cette soirée est diffusée par Maurienne TV. Et est-ce que je dois dire Maurienne TV ou Mauriennisez-vous? Car voilà, cette soirée sera donc télévisée. Ceux qui ont accès à un ordinateur pourront regarder, même quand plus tard s'ils le veulent. Donc c'est parfait. Et le fait d'avoir Maurienne TV et Mauriennisez-vous fait que nous avons donc un conférencier double casquette. Il est à la fois représentant souvent de Maurienne TV, vous l'apercevez dans beaucoup d'interviews, et en même temps un apiculteur passionné depuis plus de 20 ans. Et une chose que je ne sais pas, Cédric, c'est quel est votre poste, si on peut ainsi s'exprimer, au sein du syndicat des apiculteurs? Alors c'est secrétaire trésorier. Ok, et ceci pour toute la Maurienne? Non, pour une section, mais je vais l'expliquer. D'accord, bon alors on ne va pas plus loin. Tout simplement, ce que je regrette devant vous et avec vous, c'est que le ciel ne nous est pas suivi. Normalement, on parle d'abeilles, de soleil, de printemps, etc. Et le ciel nous envoie une purée de pois invraisemblable. On peut peut-être baisser un peu le micro? D'accord. Bon, Voilà. je ne parle pas devant le micro. Non, il a parlé. Ah, moi je trouve que c'est fort. Alors voilà, donc grâce à Cédric, ce soir, on va entendre des choses merveilleuses parce que, à mon sens, je ne suis pas apiculteur, l'apiculture c'est bien autre chose que la production de miel. C'est aussi la connaissance du monde des abeilles, c'est aussi la connaissance d'une organisation qui est quasiment humaine au sein des ruches, humaine et voire au-delà. Metterlinck, dont je vous avais envoyé l'ouvrage, considérait que c'était un mystère absolu que cette race des abeilles. Merci, bonsoir à tous, merci d'être venus écouter cette petite veillée, cette première veillée de l'année, puisque c'est la première. Ouais. Comment on peut faire pour le son? Alors c'est ici le son. Il faut essayer de faire un feu. Ouais. Voilà. Voilà. Peut-être baisser un petit peu encore. Ouais, c'est pas mal là. C'est pas mal. Voilà, donc, écoutez, moi je vais me présenter. Donc, Cédric Grand, donc ça fait 21 ans que j'ai commencé l'apiculture. Alors, c'est très simple, ça s'est fait avec mon grand-père, en fait, qui avait des ruches au Châtel. Des ruches qui sont installées face à la tour du Châtel. Et puis, quand j'étais gamin, je l'accompagnais des fois sur des petites opérations, comme ramasser des essaims, l'accompagner. Mais j'en ai pas fait plus que ça. Puis les années ont passé, et puis un jour, je me suis dit, ce rucher, il commence un peu à tomber à l'abandon. Mon grand-père, il pouvait plus vraiment y aller. Et je me suis dit, je vais essayer de le reprendre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis aidé de son savoir, mais malheureusement, il pouvait plus m'accompagner jusqu'aux ruches. Et puis, c'est là que j'ai rencontré des voisins apiculteurs à Hermillon. Je vais les citer, c'est Frédéric Féaz, un jeune apiculteur qui était déjà bien mordu. Et puis, Raymond Chaumaz, un autre apiculteur qui est bien connu en Maurienne, qui est aussi à Hermillon, avec qui j'ai appris pas mal de combines. Alors, pour vous expliquer, donc, le rucher que vous voyez là à l'écran, c'est le rucher que j'ai créé à Hermillon il y a une douzaine d'années. Mais en fait, j'ai gardé l'autre emplacement que je vous ferai voir au cours du diaporama. Et puis, juste pour vous faire voir le rucher de mon grand-père comme je l'ai trouvé il y a 21 ans, le voici. C'est une photo qui a qu'à 21 ans et voilà, les ruches étaient dans la nature, sur un terrain de famille. Et puis, j'ai mis le nez dedans, j'ai commencé à couper l'herbe, à défricher un petit peu le pourtour et puis à regarder tout ça. Et finalement, il restait plus qu'une colonie d'abeilles. C'était dans la ruche qui est à droite.
la ruche avec 2 hausses. Et puis, j'ai bien commencé comme tout le monde à m'équiper. Donc là, devant vous, une vareuse hein, avec la voilette, un pantalon. Et puis, comme tout le monde, hein, j'ai acheté donc un enfumoir. Alors, celui-ci, c'est celui de mon grand-père, hein, celui-là. Mais j'ai acheté donc un enfumoir, un lève-cadre pour pouvoir travailler les cadres, parce qu'avec ses doigts, on ne peut pas le faire. Et puis voilà, je me suis lancé. Donc, pour la petite histoire, quand j'ai été accompagné la première année, donc l'apiculteur Frédéric Féaz m'a fait adhérer au Rucher des Allobroges. Tout le monde connaît le syndicat du Rucher des Allobroges. C'est un syndicat départemental qui est établi aux Marches. On était 2600 adhérents à l'époque, là on est 2200 actuellement. Et j'en fais toujours partie à tel point que depuis 10 ans, je suis le secrétaire trésorier de la section Saint-Michel-Valoir. Alors, c'est toute une histoire de gens qui, à l'époque, sur Hermillon, Montvernier notamment, se sont retrouvés à Saint-Michel. Et puis, naturellement, j'ai suivi ces gens-là, dont Raymond Chaumaz, et on s'est retrouvés à Saint-Michel. Donc, aujourd'hui, je fais partie de la section du syndicat du Rucher des Allobroges, section Saint-Michel-Valoir. Elle s'appelle Saint-Michel-Valoir. Voilà. Alors, pour vous expliquer un petit peu le cycle de l'apiculture, actuellement on est au mois de mars, donc c'est très simple. On surveille les ruches tout l'hiver, on va jeter un œil, moi j'y vais à peu près toutes les semaines. Donc le rucher que je vous ai présenté là au début par exemple, j'y vais à peu près une fois par semaine, je vais ouvrir les toits, alors je vais vous faire la démonstration. Donc ça c'est une ruchette, hein. Elle est un peu plus petite que la ruche, mais c'est la même chose, hein. Mais j'en ai des ruchettes d'ailleurs en activité, donc j'enlève le toit, et en fait au-dessus de chaque ruche, l'hiver, il y a ce candy, ce pain de sucre que je mets sur le trou, il y a un petit trou là sur la planche, et les abeilles en fait ça leur permet de se nourrir. Donc en fait, on va commencer maintenant à cette période-là, mais je vous expliquerai donc quand on a récolté le miel. Quand on a récolté le miel, finalement, on leur a enlevé les réserves qu'elles avaient faites pour l'hiver. On leur en laisse dans le corps de ruche, mais on a enlevé quand même les hausses, tous les étages qu'il y avait dessus. Donc pour compenser, on met du candy. Alors, voilà, c'est une plaque de sucre aggloméré qu'on achète dans le commerce ou qu'on peut fabriquer soi-même. Voilà. Et puis il y a différentes qualités. Donc en plein hiver, on met du sucre blanc, enfin du candy blanc. Et puis quand on arrive au printemps, pour booster la ruche, moi je mets du candy protéiné qui est marron, c'est-à-dire dans lequel ils ont mis du miel et du pollen, en plus du sucre aggloméré, quoi. Et ça ressemble à ça. Voilà. Donc ça c'est la période du mois de mars. Donc on surveille que les oiseaux, les pivers, tout ça, ça n'attaque pas le bois. On surveille que le vent n'ait pas bousculé les toits. Voilà. Et puis en fait, on surveille aussi les entrées de ruches, c'est-à-dire on regarde s'il y a de l'activité, s'il y a des abeilles mortes sur la planche d'envol, ça veut dire que elles font le ménage, ça c'est bon signe aussi. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai des photos pour vous faire voir. Donc voilà l'hiver au rucher du Châtel. Donc voilà, c'est deux ruches parmi la dizaine que j'ai là-haut. On voit bien le site, là je domine le village et puis la tour qui est sur le côté droite. Donc on enlève ces toits et on contrôle ces quantités de sucre l'hiver. Voilà. Donc voilà ce qui se passe sur le toit l'hiver. Les abeilles, si elles ont besoin d'elles-mêmes, elles montent dans le sachet et là elles sont en train de se nourrir. Si vous regardez bien, on voit toute la partie claire. Là, c'est les abeilles qui viennent jusqu'au blanc, au sucre. Voilà. Voilà ce que je disais, la planche d'envol pendant l'hiver, où on surveille l'état général. Là, donc, on est au mois de mars. Les abeilles à l'intérieur font le ménage. Il y a des abeilles qui disparaissent. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les abeilles d'hiver, qui sont pondues par la reine à l'automne, donc elles vivent tout l'hiver dans la ruche. Donc, elles sont là pour chauffer la reine à 37 degrés et maintenir la grappe à température. Et puis, de temps en temps, effectivement, il y a des abeilles qui résistent pas. Donc, voilà, là, elles ont fait du nettoyage et elles les ont poussées sur la planche d'envol. Et souvent, ce qui se passe,
c'est les oiseaux qui s'en saisissent après, ça leur fait un peu une source de nourriture. Donc c'est les mésanges, enfin les petits oiseaux. Surtout les mésanges. Moi, au Châtel, j'ai pas mal de mésanges. Et quand elles ont vraiment faim et qu'il fait froid, des fois, moi je les ai vues faire, elles tapent sur le bois, ça fait bouger la grappe, les abeilles sortent et puis elles les chopent. Mais bon, c'est pas gênant, ça fait pas mourir la colonie d'abeilles, ça. Elles en prennent un tout petit peu, quoi. C'est pas. Donc voilà. Alors voilà ce qui peut se passer même encore à cette période de l'année. Au rucher, on peut avoir des chutes de neige. Alors moi, je m'astreins souvent quand il y a une belle chute de neige comme ça, c'est de balayer les planches. Les planches d'envol, parce qu'au bout d'un moment, ça fond, ça fait de la glace, ça brille, et ça attire, quand il y a le soleil, ça attire les abeilles, j'ai remarqué, et ça les fait sortir, et souvent elles se font saisir par le froid et elles meurent. Donc souvent, quand il y a une chute de neige importante, moi je balaye l'entrée des ruches. Voilà. Donc ça c'est au Châtel, toujours. Voilà. Voilà, avec une petite chute de neige printanière, ouais. Fin d'hiver, quoi. Alors l'hiver, c'est aussi une période propice pour préparer la saison apicole. Donc là, ce que vous voyez, je suis dans mon garage, je suis en train de peindre des hausses que j'ai achetées, tout simplement. Mais ça peut être réparer des ruches, ça peut être cirer des cannes neufs de cire. Donc ça, je le fais pendant l'hiver. Et donc ça, on le mettra dans la ruche au printemps et les abeilles vont bâtir les alvéoles sur la base de la cire que vous voyez là. Voilà. Faites les fils de fer. Il est un peu noir, il a déjà quelques années de fonctionnement. Alors nous, on s'astreint à changer les cires régulièrement. C'est que la ruche, c'est un peu comme chez vous. Il faut de l'hygiène, il faut de la propreté, il faut les aider aussi à se maintenir propres. Donc on change aussi très régulièrement les cires. Et avec le lève-cadre que j'ai là, souvent on nettoie, on gratte les résidus, voilà. Voilà. Généralement, on change 2 cadres par an. Voilà, le rythme de changement des cadres dans une ruche, parce que, bon, pour expliquer, la ruche d'Adam, elle fait 10 cadres, il y en a même des 12, des anciennes un peu plus grosses. On enlève, voilà, en moyenne 1 voire 2 cadres chaque année et on renouvelle par un cadre neuf. Voilà, pour les cadres les plus vilains, voilà. Ceux qui sont tout déformés. Moi, ce que je fais, je les isole déjà à l'automne, je les pousse sur les côtés de manière à ce qu'au printemps, ils soient déjà en rive. Et que ça ne perturbe pas la ponte de la reine, parce que la reine, ce qu'il faut dire, c'est que dès qu'il commence à faire chaud au mois de mars-avril, en bas dans la vallée, elle commence déjà à pondre. Cédric, quand vous avez récolté le miel, le cadre, vous le videz et vous le remettez dedans, alors ce que j'ai pas expliqué, c'est qu'on récolte dans les hausses, dans les étages. Le corps de ruche, c'est que pour elle, on n'y touche pas. Voilà, ça c'est vraiment... Alors ce que je fais, si j'enlève un cadre de rive pour renouveler les cires et qu'il a du miel, je le mets de côté et je l'utiliserai plus tard pour une ruche plus faible. Comme ça, on la renforce avec de la nourriture dans un cadre. Ça, je le fais. En fait, on jongle entre les ruches, quand on a plusieurs ruches. Voilà. Quand on chopane les salles, c'est pareil, on est obligé de mettre un cadre. Ouais. Déjà pour les tenir, pour qu'elles restent dedans, et en plus, s'il y a encore un peu de miel, ça nourrit les salles. Alors là, donc j'ai mis une photo d'un arbre fruitier qui est en fleurs, donc ça va arriver dans peu de temps. En vallée, là, j'ai même déjà l'abricotier qui est en fleurs, les amandiers sont en fleurs là depuis 3-4 jours, et le reste va suivre, les pommiers. Donc c'est le mois de fin mars, début avril, et c'est là que ça attaque vraiment à sortir de la ruche. Donc les abeilles d'hiver finissent leur vie en allant chercher du nectar pour relancer la colonie au printemps. Donc je vous garantis que là, cet arbre-là, il est à Hermillon, je vous garantis, si vous passez à côté en pleine journée, en pleine chaleur, qui fait plus de 15 degrés, parce qu'il faut qu'elle sorte au-delà de 15 degrés, ça bourdonne. Vous avez des centaines d'abeilles dans l'arbre. Voilà. C'est quoi, c'est un pommier de ruche? Ça, c'est un pommier du Japon, celui-là. Ouais. Alors, je vous ai mis une photo de mon ami Raymond Chomaz, là, donc on était en visite de printemps. Donc ça, c'est plutôt au mois d'avril, en général, ou alors vraiment, si on y va au mois de mars, c'est des ruchers bien exposés plein sud, contre la roche, au chaud. Mais moi, j'y vais plutôt au mois d'avril. Donc ça, c'est première ouverture des ruches. Et donc là, c'est même une ruchette, là, de la dimension de celle que je vous présente là.
donc qui a hiverné et il est en train de contrôler l'état général de la ruche. Ouais. Voilà. Voilà, regardez, on voit bien le couvain en forme de lune. Voilà, donc la partie à l'intérieur de la lune, c'est la partie où les abeilles ont éclos. La partie lune sphérique, c'est la partie où les abeilles vont éclore. La cellule est operculée, la larve est en train de se former en abeille. Et puis sur les coins du cadre, souvent, il y a une petite réserve de miel qu'elles ont mis. Voilà. Ce que vous voyez blanc, c'est la réserve de miel. Voilà, ce qu'on voit blanc là dans les coins des cadres, en haut à gauche et en bas à droite, à bas à gauche, pardon, c'est du miel, ou du pollen aussi. Des fois, elles mettent du pollen. Voilà, donc une petite vue du rucher au Châtel. Alors, une année, j'avais pris la décision, j'ai racheté des ruches d'occasion, ces ruches couleur bois, là, enfin qui sont en bois, là, pas peintes. Voilà. Au rucher aussi, alors ça c'est au Châtel, il y a des fois des fleurs un peu spéciales qui poussent. Bon, ça c'est un peu l'anecdote. Au Châtel, j'ai une orchis bourdon qui fleurit ici et j'en ai jamais vu ailleurs sur le petit massif où je suis. Donc ça a l'air de leur plaire. Il y a des sabotinus. Ouais, là, c'est des orchidées, ouais. Voilà. En tout cas, j'aime bien aussi, c'est la bourrache. Oui, dans les jardins, ouais. Comme ça, de bourrache. Ça marche bien, ça. Ah, ça change beaucoup. Elles y vont plein pot, ouais. Voilà, puis c'est aussi la période au printemps où on va installer ces ruchettes là que vous voyez. Alors moi souvent j'en mets une vieille comme celle-là et puis dedans on met ces vieux cadres de cire noire et c'est un peu pour attirer les essaims. Alors je m'explique. Quand vous avez un rucher comme moi au Châtel d'une dizaine de ruches, les abeilles, si vous ne maîtrisez pas ou que vous n'y êtes pas tous les jours, des fois elles décident d'essaimer, c'est-à-dire la moitié de la colonie se sépare. Il y a une création d'une reine, et quand la reine est prête, la jeune reine reste dans la ruche et la vieille part avec la moitié de l'essaim. Et donc c'est ce qui arrive. Donc sur mon terrain, j'ai mis 2-3 emplacements avec des petites ruchettes comme ça, et je mets des vieux cadres dedans pour essayer de récupérer ces essaims qui partent dans la nature. Voilà, donc là j'ai un petit tube ça s'appelle le charme des abeilles. Donc ça c'est les commerçants qui le vendent, c'est du miel mélangé avec de la citronnelle et ça je le badigeonne sur des cadres et sur la ruchette et je mets des vieux cadres dans la ruchette et 2 fois sur 3 ça marche. Les abeilles d'elles-mêmes quand elles partent d'une ruche pour essaimer, elles viennent dans la ruchette. Ça marche. Ah, des fois elles décident d'aller ailleurs. Si elles ont trouvé un meilleur emplacement. Alors, c'est pas compliqué. En fait, l'essaimage, je vais vous faire voir. Donc là, c'est une autre ruchette piège. Ça, c'est le printemps bien avancé où j'ai déjà commencé à mettre des hausses sur les ruches. Je ne sais pas si vous voyez les différences de niveau entre les ruches. Il y a des hausses, je ne sais pas si vous voyez là les ruches plus hautes. Voilà, les ruches qui sont plus hautes. Là, on voit bien que ça fait... D'ailleurs, j'ai mis des couleurs. J'ai peint un peu de toutes les couleurs. Et puis donc, les essaims qui partent, voici donc un exemple. Ils partent de la ruche en général aux alentours de midi. Donc, ils décident de trouver un nouvel emplacement. La première chose que l'essaim il fait en quittant la ruche, il va se poser dans un arbre, dans une branche près du rucher. C'est tout le temps le cas. Et quand l'essaim est posé sur une branche comme ça, vous avez quelques centaines d'abeilles qui partent en éclaireuse pour chercher un nouveau site pour qu'elles s'installent. Et c'est là justement que quand vous avez mis votre ruchette pas loin avec de la tire-essaim sur les planches et à l'intérieur, les abeilles, souvent ça leur plaît et c'est là qu'elles décident d'aller dans cette ruchette. Et ça marche bien. Ou pas, ça dépend. Donc là c'est un essaim, alors les premiers essaims du printemps, du mois de... C'est à peu près au mois d'avril, fin avril, début mai, que ça essaime pas mal, jusqu'au mois de juillet des fois. C'est ce qu'on appelle les essaims primaires. Donc, d'où on dit primaire parce que c'est les premiers de la saison et ils sont gros. Et une ruche peut redonner un essaim secondaire. Voilà. Donc là, il y a très peu d'abeilles. L'essaim primaire, on va dire, il y a 25 000 abeilles. Là, vous avez 20-25 000 abeilles dans la grappe. Et puis les essaims secondaires, des fois, il y en a beaucoup moins. Là, il doit y en avoir même pas 10 000. Donc, on essaye de les récupérer.
Des fois, c'est des gros melons, ouais, voilà, des grosses balles. Et on les récupère quand même et on a des combines, on peut les fusionner avec les ruches, c'est possible. Voilà. On peut les associer, les remettre dans une autre ruche. Je sais pas, Jean-Claude, toi tu connais peut-être l'idée, non? Oui, mais j'en ai entendu parler, moi j'ai jamais fait parce que je suis pas suffisamment doué pour le faire. Ouais, donc c'est très bête, hein. Moi j'ai un petit flacon avec un spray, je vide, je mets dedans du sirop, donc c'est de l'eau, du sucre qu'on a chauffé. Je mets du sirop de menthe et je mets du Ricard. Alors le Ricard, l'alcool, ça les shoot. Et donc j'asperge tous les 4 d'une ruche avec ce produit et je fais pareil sur le petit essaim et là on peut les marier. Et ça marche. En fait, c'est pour leur faire perdre les odeurs. Voilà, pour faire perdre les phéromones et que le petit essaim et le gros essaim dans la ruche s'acceptent mutuellement. Et puis, naturellement, la reine la plus forte va éliminer la reine la plus faible. En fait, on trompe Voilà. les abeilles. Voilà. Et comme on sait que l'essaim, en général, c'est même sûr, c'est la vieille reine qui s'en va, du coup, la vieille reine, en général, est éliminée et l'essaim accepte dans la ruche ce petit essaim secondaire. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à renforcer des ruches grâce à ces petits essaims. Et puis sinon, les gros essaims, comme je vous ai fait voir là, on les met en ruchette pendant 3 semaines, 1 mois, puis après on les transfère en ruche sur 10 cadres, comme d'habitude. Voilà. Donc la saison apicole, elle avance. Alors, tiens, j'avais oublié cette anecdote. Donc ça, c'est un essaim qui était capricieux, qui est venu sur une ruche piège que j'avais mis, mais il n'a jamais voulu aller dedans. Donc il s'est mis là, il est resté là au moins peut-être 2 jours. Tu avais bien laissé un trou quand même pour rentrer. Ah oui, c'était ouvert, bien sûr. Bah regarde, on voit bien la tirette à droite en bas, là. Mais il n'a jamais voulu aller dedans. Alors j'ai été chercher une ruchette comme ça, et puis je l'ai ouverte, et puis j'ai pris la ruche avec les seins collés devant, et j'ai basculé, j'ai secoué, ça se laisse tomber, hein. J'ai secoué dans la ruchette, je l'ai fermée, et pour être sûr que les seins ne repartent pas ailleurs, je l'ai enfermé 48 heures dans une cave avec du sirop de sucre qu'on met dans ce nourrisseur, là. Voilà. Il y a un peu de pastis aussi. Non, là non. Là par contre, ce nourrisseur, là, donc vous mettez, là il y a 2 litres de sirop, vous mettez de l'eau, c'est de l'eau et du sucre qu'on fait chauffer, hein, tout simplement. Et on y met sur le toit de la ruche comme ça, et on boucle la ruche, on ferme bien devant, que ce soit étanche, et on laisse 48 heures dans la nuit au frais. Et en fait, ça désoriente les abeilles, et 48 heures après, vous pouvez les remettre où vous voulez, elles restent dans la ruche. Voilà. Généralement, on les déplace le soir. Voilà, c'est une opération qui se fait de nuit. Donc c'est pour ça, là c'était le soir, là je suis allé voir ça, et donc j'ai fait l'opération le lendemain matin, très tôt, et j'ai emmené cette ruchette tout de suite à la cave. Voilà. Regardez. On le fait le soir, c'est parce que les abeilles, quand elles repartent le matin, elles vont revenir à la ruche. Voilà. Si vous le faites dans la journée, elles vont elles reviennent. Voilà. Donc c'est pour ça, on le fait le soir, comme ça on est sûr que toutes les abeilles, y compris les butineuses, sont ensemble. Elles atterrissent, Voilà. d'où elles sont parties, Voilà. elles sont décollées. Alors ça, c'est un essaim qui est parti 4-5 mètres plus haut sur une des ruches et il s'est mis là. C'est vrai que c'était très impressionnant. Là, il y a facilement 25 000 abeilles, là, je pense. Ouais. 25 000 abeilles, ça rentre dans une ruchette comme ça. Ah oui, ça rentre. Hein. Ah oui, ça y va. Hein. Ah ouais. Une ruchette comme ça y va. Après, c'est-à-dire qu'une fois que c'est dedans, 25 000 abeilles, ça bâtit très vite. Donc vous mettez vos cadres neufs et vos vieux cadres. Un cadre de cire comme celui-là, je vous garantis qu'elles le bâtissent recto verso, elles font toutes les alvéoles en moins de 48 heures. Ouais. Voilà. Quand elles ont pendu, elles bâtissent. Et oui, il y a des fois. Alors c'est très crade. Enfin, l'apiculture, disons que c'est quelque chose d'un peu. Il n'y a jamais une année qui se ressemble, en fait. Il y a la formation de base que j'ai eue avec mon grand-père et les amis. Mais chaque année, on découvre des nouveautés. Alors, des fois, ça fait, des fois, ça fait pas. Des fois, il y a des bizarreries. Mais en principe, sur le principe, là, ça fonctionne. Mais oui, tu as raison, des fois, il y a des ruches. On ne peut pas dire que ce n'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. Ouais. Il y en a qui vont dire que c'est quantique. Voilà. Voilà. Donc, la saison continue.
Voilà, donc mise en place des hausses, jusqu'à des fois avoir toutes les ruches avec des hausses, hein, vous voyez les étages là, qui sont là. Donc il y a des années qui sont très bonnes, il y a des années moins bonnes. Bon, l'année dernière, on a eu un printemps très pluvieux. J'espère que cette année, ça sera meilleur. Donc bah voilà, ça c'est le rucher d'Hermillon. Voilà, ça c'est celui du Châtel avec pareil des hausses. Alors ces belles ruches toit chalet, c'est l'héritage de mon grand-père. Ça c'est une ruche piège 8 cadres, ça existe aussi, parce que là ce modèle-là c'était une 6 cadres. Il y a 6 cadres comme ça à l'intérieur. Ouais. Quand on habite dans un beau rucher comme ça, coloré, on doit se croire en vacances, ils n'ont sûrement pas envie de travailler. Parce que sont bien d'accord avec ça. Je sais pas. Alors voilà, là je vous ai mis un exemple, une année, donc chaque année j'ai au moins sur les 2 ruchers un essaim ou 2 qui marchent très bien, où on arrive à mettre 3 hausses et elles sont presque remplies. 4, ça ne m'est jamais arrivé. Bon, aujourd'hui, les problèmes de climat, c'est un peu moins... Avant, les anciens faisaient plus 25-30 kg par ruche. Aujourd'hui, je dirais qu'une bonne année, si on a fait 20 kg, c'est déjà pas mal. Donc là, 3 hausses, à mon avis, là, j'ai dû faire une belle récolte d'une 30aine de kilos sur cette ruche. Voilà. Alors, j'ai pas détaillé, mais donc il y a des races d'abeilles, évidemment. Celle-ci... C'est moi qui l'avais acheté, les 5 que j'avais en rucher. Donc il y a des producteurs d'essaims et j'avais acheté donc une variété d'abeilles qu'on appelle l'abeille noire. Et c'est l'abeille rustique de montagne d'ici. Et il y a des gens qui continuent de les développer, ces abeilles. Et il y a même une association en Tarentaise et dans les Bauges qui milite et qui reproduit la race pure d'abeilles noires. C'est le CETA, Centre d'études de techniques apicoles. Et ils ont des stations de fécondation en montagne, justement, pour isoler ces ruchers spécifiques des autres ruchers pour qu'il n'y ait pas d'abattardissement entre les races. Il y en avait dans l'église de Fontcouverte pendant des années, je ne sais pas si elles y sont encore. Elle a rentré par un petit trou au-dessus de... Voilà, bah c'est les essaims qui partent comme on a vu tout à l'heure, et puis vous les récupérez pas, et eux, ils trouvent à s'installer des fois dans un rocher, dans un clocher, dans une maison, dans une fissure, ils arrivent à trouver de la place. Et puis c'est ce qui a dû se passer, je pense, pour le clocher de Fontcouverte. Et puis bah, des fois, ça dérange pas, alors on laisse, et puis ça vit quelques années comme ça. Voilà. Voilà encore une vue du rucher du Châtel. Alors c'est à différentes années, mais là c'est une année qui avait été très productive. Voilà, donc les hausses, je vous garantis qu'en plus il y a un petit chemin pour y aller, c'est sport. Alors justement, voilà encore un exemple, une ruchette de printemps. Alors justement, quand le printemps est terminé et qu'on a bien installé toutes ces hausses, ben à un moment donné, il faut les récolter, il faut les ramasser et il faut faire le miel. Donc voilà, ça c'est dans ma miellerie. Et donc voilà une année qui avait été assez productive. Et ben écoutez, moi je vous propose de regarder un tout petit film de Maureen TV qui m'a été consacré il y a 2 années pour vous faire voir comment je fais avec ce miel. Cette semaine, Maurienne Rétro vous propose de retourner à la tour en Maurienne pour retrouver Cédric, apiculteur depuis tout petit. Ce passionné nous ouvre les portes de son paradis pour découvrir les secrets de la récolte du miel. L'occasion pour notre correspondante Laetitia de s'initier à cet univers. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Cédric Grand, qui est apiculteur à ses Sœurs Perdues. On se trouve dans sa miellerie. Et donc aujourd'hui, Cédric va nous en dire un petit peu plus sur le miel. Donc Cédric, toi, tu es apiculteur depuis combien de temps? Ça va faire bientôt une vingtaine d'années, mine de rien. C'est un peu une histoire familiale, parce que j'ai commencé avec mon grand-père. On allait chercher des premiers essaims dans la nature. On allait des fois, effectivement, extraire le miel. On faisait des petites choses. Et puis c'était resté dans un coin de ma tête. Il y a pas mal d'une vingtaine d'années, mon grand-père ne pouvant plus aller aux ruches, j'ai dit on ne peut pas laisser ça comme ça tomber. Et c'est moi qui lui ai demandé de continuer après lui
garder ses abeilles en vie, quoi, puis faire du miel. Alors c'est parti comme ça. Au début, j'avais une petite ruche, une seule. Il y a un petit souci de réseau. Avec la fibre, c'est quand même Alors. fort. Ouais. C'est la fibre. Ouais, ça a bloqué. Alors pourquoi, je ne sais pas. Vous avez où il y a le rouge, là, Ça, c'est l'extracteur. Donc oui, pour expliquer, c'est la partie... Ouais, il faut revenir... Vous mettez 9 cadres dedans, c'est le nombre de cadres qu'il y a. Voilà, donc en fait, l'extracteur, là que vous voyez, il est électrique. La partie rouge en haut, c'est le moteur. Parce que bon, moi, je me suis modernisé. Hein, mon grand-père avait un extracteur à manivelle. Moi, j'ai acheté un extracteur électrique 12 cadres. Et effectivement, donc à l'intérieur, on met les cadres de hausse. Donc les cadres de hausse, en gros, en taille, ils sont 2 fois plus petits. Voilà, en fait, il est coupé par le milieu. J'en ai pas pris ce soir. La feuille de cire fait la moitié de la grande feuille que je vous ai fait voir, en fait. Donc même principe, les abeilles le bâtissent et le remplissent de miel. Et donc, c'est ça qu'on met dans l'extracteur et qui tourne en force centrifuge et qui nous permet de récolter le miel, quoi. Après avoir désoperculé, c'est ce que je voulais vous faire voir pour la vidéo, mais je pense que là, on va pas y arriver. On a perdu le réseau, ouais. Je vais basculer sur mon réseau personnel, je vais essayer. Alors... On dit ce matin que la mairie avait négocié maintenant avec Orange. Ah. Est-ce que ça veut dire que Orange marche mieux que SFR ou bien, à mon avis, c'est tout le même réseau? Ouais, pas d'internet, hein, là je suis vraiment off. Ouais. Alors, je sais pas. Le miel, quand il passe à l'extracteur, il est sur la partie extérieure. Voilà, le miel, il s'écoule sur les parois du cylindre que vous voyez là en fait. Hein. C'est de l'inox, c'est du tout inox. Et après, le miel, quand on sort, il y a un robinet au fond qu'on met Voilà. dans le grand flux à côté, c'est le maturateur. J'ai vu qu'il y avait des mecs qui se servent pas d'extracteur. Comment ils font pour c'est impossible. Bon, c'est pas grave pour la vidéo. Donc, revenons au diaporama. Donc, dans la miellerie, effectivement, donc on utilise... attendez, j'ai une photo qui l'illustre. Donc, voilà l'extracteur qui est en train de tourner. Voilà. Donc, vous voyez en haut, donc, il est en train de tourner. J'ai ouvert la vanne et dessous, j'ai un petit récipient en inox dans lequel le miel est en train de couler. Donc, voilà ce que ça donne. Le miel brut qui sort des alvéoles par la force centrifuge. Ensuite, ce miel, ce petit seau, donc je le transfère sur un maturateur. Donc c'est pareil, c'est un récipient. Alors moi j'ai des 20 kilos. Ben voilà, je suis en train de travailler. Et donc le maturateur, le voilà. Donc ce que je vous ai pas fait voir, que je voulais vous faire voir par la vidéo, c'est que dessus il y a un tamis. On verse ce seau de miel sur ce tamis. Ce tamis il filtre les impuretés. Et puis donc le miel, il est prêt à être maturé 15 jours. Donc c'est le temps que je laisse le miel dans le fût que vous voyez. Et là, donc là, il a déjà plusieurs jours. Et au sommet, vous voyez, il y a un petit peu d'écume. C'est les bulles d'air et les microparticules que je vais retirer. Et donc, une fois que tout ça est retiré, c'est un miel pur, très propre. Et je le mets en pot. Je vais vous faire voir. Voilà. Comme là. Alors, j'utilise une balance. Et puis, je remplis donc les pots de 500 grammes et les pots d'1 kilo. Je fais 2 formats de pots. Voilà. Pour enlever les impuretés, en fait, par capillarité, les bulles d'air et les micro-impuretés, elles remontent à la surface. C'est ce que vous voyez là, qui est blanc, là. Voilà, cette partie-là. Est-ce que ce travail-là a une influence sur la cristallisation? Par exemple, si on va très vite, ça cristallise d'avance? Non, ça ne change rien. Le miel, après, les propriétés du miel que les abeilles ont récoltées, il cristallisera en fonction des fleurs qu'elles ont butinées.
Donc après, j'ai pas les notions exactes des détails, mais je sais que moi, mon miel au châtel, il fige, il cristallise au bout d'un certain nombre de mois ou pas, ça dépend les années. En fait, il y a des années où il va cristalliser, voire même pas, c'est déjà arrivé. Et puis il y a des années, il va cristalliser plus vite. C'est dû à ce qu'elles ont récolté. Le miel crémeux et le miel liquide. Alors le miel crémeux, moi j'en fais pas. Le miel crémeux, c'est une préparation qui se fait dans un maturateur comme ça, avec un brasseur électrique. On utilise 50% de miel cristallisé de l'année d'avant et on mélange avec 50% de miel frais de l'année. Et en fait, le miel crémeux, quand il est brassé, en fait, il y a des micro-bulles à l'intérieur d'air. C'est pour ça qu'il a cet aspect blanchâtre. Ça se fait bien. En Savoie, ça se fait pas trop. Par contre, dans le sud, les miels de lavande, voilà, ça se fait très très couramment. Ouais. Voilà. Donc là, dans ma miellerie, je suis en train de faire la mise en pot. Alors, jusqu'à il y a 2-3 ans, j'utilisais encore les pots plastiques pour les pots d'1 kilo. Là, je suis passé au pot en verre. Donc ça, c'était les pots plastiques que vous connaissez tous avec la croix de Savoie. C'est le pot rucher des Allobroges. Voilà. Voilà ce que ça donne, la mise en pot avant la mise en place du couvercle. Et puis voilà, l'année, il y a 3-4 ans, je suis passé au pot en verre. Voilà, ça donne ça. Voilà, donc c'est pas mal le verre, c'est transparent, ça permet de voir. Ça peut se laver, des gens me ramènent les pots, voilà. C'est plus intéressant écologiquement, quoi. Ce qu'il faut beaucoup, c'est plus de stockage. Ah, par contre, il faut de la place pour stocker effectivement le matériel à la base, les pots vides, oui. Ouais. Et puis j'ai mis un petit exemple pour dire, bon, moi je vends de la main à la main comme ça aux amis et voilà, à la famille, mais ça peut être en magasin. Là, c'est au col du Lotaret, voilà. On trouve des miels de montagne, quoi. C'est un exemple, hein. On en trouve partout en fait, en station notamment. Et puis là, pour terminer, donc je voulais vous faire voir ce qui m'est arrivé une année. Ça, c'est la petite note un peu négative. C'est qu'une année, j'avais installé une extension de rucher parce que j'en avais beaucoup. Et puis, je m'étais mis hors clôture parce que vous voyez, il y a une clôture sur les autres ruches. Et le blaireau a décidé, pourquoi je ne sais pas, de gratter au pied d'un support et puis ça s'est effondré. Sanglier ? Ouais, non, c'était un blaireau. C'est ce qu'on a déterminé, donc voilà, ça m'est arrivé une catastrophe comme ça, mais je crois qu'il y a 4 ruches qui sont allées en bas, je crois que je les ai toutes récupérées. Il y avait les abeilles y étaient là, elles étaient en grappe entre les cadres, elles se serraient pour se tenir chaud, et là on est au mois de mars, là, comme cette année. Voilà. Bon, ça peut arriver, donc là pour le coup, le syndicat du rucher nous assure, on a une assurance. Justement, pour se prémunir de problèmes, on peut être aidé financièrement si on a des catastrophes. Bon, là, c'était ça peut être des incendies, ça peut être du vol. Donc, du vol, moi, personnellement, j'en ai pas. Déjà, pour accéder au rucher, il faut marcher un petit peu. À mon avis, ça facilite pas les déplacements. C'est lourd, une ruche. Ah, c'est lourd, ouais. Une ruche, une ruche pleine, ouais. Je pense, déjà, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il faut être 2 pour la porter. Et... Le vol, c'est quand c'est près d'une route. Oui. Et pour rien vous cacher, les voleurs sont des apiculteurs. Bon, après... Il faut les fermer, il faut... Ouais, après, moi personnellement, ici dans la région des vols, il y en a peu, voire pas. Il y en a eu une année au rucher école, mais c'était sûrement des anciens élèves pour récupérer des essaims. Mais sinon, non, on n'a pas de problème particulier en Maurienne. Enfin, j'ai jamais entendu dire. Par contre, il y a plus de problèmes sur la Combe de Savoie ou l'avant-pays savoyard. Mais nous... Ouais, voilà. Et souvent, c'est des gros qui sont attaqués. Les petits comme nous, bon, les ruches sont souvent un peu à l'écart. Bon. Il faut être sûr de prendre une grosse... Quitte à prendre une ruche, autant en prendre une forte. Il y a des ruches qui marchent bien. Et ça, si vous y allez maintenant, vous ne pouvez pas le savoir. À part les supposés, vous ne pouvez pas le savoir. Alors voilà, pour terminer cette soirée, voilà, je voulais vous faire revoir cette belle photo du rucher d'Hermillon. Et puis... Il y a une altitude maximale l'été, les apiculteurs transhument souvent et ils peuvent monter des ruches à plus de 2000, ouais. Mais les ruches à plus de 2000, elles ne restent pas toute l'année, il faut les redescendre.
Le seuil, moi je vais dire, c'est 1500-1600, mais après au-delà, il faut transhumer. Voilà. Après, il y a des apiculteurs, il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui vous diront, même en bas dans la vallée, ils vont construire un rucher fermé, ils vont mettre un toit. Bon, moi personnellement, mes ruches, elles sont dehors, comme ça, je mets des briques sur les toits pour lester, et puis voilà, elles restent comme ça, et ça passe très bien l'hiver. Hein. N'empêche que les ruchers fermés, qui a là ouvert vraiment, c'est joli, c'est sympathique. Oui. Il y a des murs autour, il y a un grand mur derrière. Alors, un toit. voilà, alors comme on est beaucoup plus haut en altitude, là-haut, bah, c'est vrai que par rapport aux chutes de neige et tout, donc, bah, il vaut mieux qu'il y ait un toit dessus ou que ça soit protégé, effectivement, les hivers. Alors, dans ma jeunesse, à Point-Ravier, à Valois, c'est-à-dire à 1700 par là, elles arrivaient dans le grenier. oui. Bah, j'ai déjà fait le test dans un grenier qu'on a en famille, là, un petit bâtiment, un petit grenier à Montpascal. J'ai déjà fait le test. Et j'ai envie d'ailleurs cette année d'en remettre une ou deux. Je veux faire un test, c'est mettre des ruches effectivement dans un grenier, dans le pignon. Ce qui fait qu'à l'arrière, On peut voilà, travailler à l'intérieur et les abeilles sont protégées. Ouais. Enfin, les ruches et les abeilles sont protégées. Voilà, c'était ça. Et j'en ai vu aussi sur Saint-Sornin, dans la vallée des Nouveaux. Ouais. Alors justement, pour continuer sur le sujet, donc j'ai pas parlé des maladies et des problèmes qu'on a, mais bon, quand une saison apicole se passe bien, comme je viens de le raconter, pas de problème, mais en réalité, on a des soucis. Alors bah, maintenant, depuis 2 ans, 3 ans en Maurienne, on a le frelon asiatique, et le dernier relevé, il dit que, enfin, ils ont trouvé un nid à Saint-Martin-d'Arc, donc le frelon en Maurienne monte jusqu'à Saint-Martin-d'Arc, et là, à Pont-à-Mafray, par exemple, là où j'habite, l'année dernière, il y avait un nid. Cette année, ils en ont trouvé 3. Qu'est-ce qu'on fait si on envoie Alors, si vous envoyez un, il faut le signaler. Alors, c'est bête, j'ai pas pris le lien Internet, mais donc sur Internet, vous tapez frelon asiatique, Savoie, et ça vous renverra. Il y a un site de veille qui existe, et on peut déclarer. Saint-Jean, c'est Pierre-Yves Bonivard. Voilà, alors, Yves Bonivard. Et justement, c'est le référent frelon pour la Maurienne. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas son numéro. Donc moi, je vous conseille, c'est de vous connecter sur Internet et puis de faire une déclaration sur le site frelon asiatique, de veille frelon asiatique. Quand on passe dans la région où il se trouve, le nid, on entend quelque chose. Alors personnellement, moi j'ai jamais été au contact d'un nid de frelon. Pour l'instant, à Hermillon-le-Châtel, j'ai pas eu de problème. Par contre, j'ai déjà vu des nids abandonnés ou qui ont été détruits. Alors ils détruisent le nid avec une perche télescopique et ils envoient un produit et donc ils détruisent ce nid. Par contre, cette année, notre section à Saint-Michel, on a acheté une douzaine de pièges. Donc voilà, c'est ce modèle-là, le Bivital. Donc il y a plusieurs sortes de pièges, mais ça c'est le modèle le plus pratique, le plus sélectif. Donc en fait, on met un mélange de 3 produits. On met du vin blanc, de la bière et du sirop de fruits rouges. Et donc ce mélange qu'on met ici dans la partie verte, il attire les frelons. Et en fait, les frelons vont se coincer dans les deux oreilles que vous voyez là. Et ben ils rentrent là pour prendre le produit et ils se coincent à l'intérieur. Ils se piègent. Ils rentrent et ils ressortent pas, ils viennent là-dedans. Voilà, ils peuvent pas ressortir. Voilà, il peut pas remonter et en même temps il peut pas ressortir ici. Sauf que comme il y a des petits trous, si c'est des papillons, des petits papillons des abeilles ou des guêpes, elles ressortent, mais le frelon lui peut pas. Voilà. Tiens, tu peux le défaire. Et il y a un cône. On peut le faire passer, Jean-Claude. Ouais. Voilà, donc il rentre, mais il ressort pas normalement. Alors moi, celui que j'ai acheté, le trou est 2 fois plus gros, ça fait qu'il passe d'un côté de l'autre. Ah ouais. Alors pourquoi ? Parce que le cône, il est mal foutu. Ouais. Alors, nous, là, ce qui est bien sur ce piège-là, donc on peut démonter le bas, sortir les frelons qui sont morts et les compter. Alors, la nouveauté cette année, comme on a de plus en plus de frelons en Maurienne et qu'on a trouvé de plus en plus de nids en 2024, là, on lance une campagne de piégeage qui démarre d'ailleurs demain et qui va durer 2 mois, du 15 mars au 15 mai.
Et cette campagne de piégeage de frelons, on va les compter semaine par semaine et on va ramener tout ça à Yves Bonivard au niveau de la vallée. Et comme ça, on aura une idée déjà précise du nombre de fondatrices qu'on piège. En fait, le printemps, c'est comme les guêpes, les frelons, c'est les fondatrices, les reines qui se sont cachées par là dans des coins, dans des troncs d'arbres, dans des cailloux et qui ressortent au printemps pour fonder un nouveau nid et créer une nouvelle colonie. J'étais surpris de tout ce qu'il y avait l'an dernier, alors que j'en avais jamais vu l'année d'avant. Oui, on en a vu beaucoup dans des arbres un peu partout, dans des villes, même Chambéry, tout ça, ça en est plein. Et donc là, on fait cette campagne de piégeage 2 mois, mais par contre, le piège, lui, on continuera de l'utiliser jusqu'à l'automne. Bah, vous voyez, regardez, c'est bien tombé. On voit l'intérieur, la partie avec le réceptacle de sirop. En fait, là, il y a une toile qui reste Voilà. allumée avec des Voilà. languettes qui vont Voilà. par comment dire, capillarité. Le produit il remonte sur et les abeilles, les frelons, ils mangent dessus. Et après, ils descendent là. Et là, vous avez de nouveau un cône qui empêche le frelon de remonter. Et après, il sort ici. Et là, il est piégé. Parce qu'il ne peut pas remonter par où il est Non. rentré. Ah non, là, il y a un cône pareil. Il descend, mais il ne peut pas remonter. Il meurt comment alors? Bah, par étouffement, ouais, de s'abîmement. asphyxie, oui, il peut plus sortir, donc il peut plus sortir, donc en fait, il meurt. Quand il y en a un, il peut rester piégé 3 jours dedans, hein, à tourner en rond comme un fauve en cage. C'est le dire, hein, parce qu'il tourne en rond. Alors, si nous, on voulait, par exemple, faire un modèle, acheter un machin. Bah, le mieux, c'est un piège sélectif. Alors, il y a 3 modèles, hein. Je vous en ai présenté un, mais il en existe d'autres. Puis après, les gens qui piègent avec une simple jerrycan, bon, bah là, c'est moins sélectif. Vous piégez des papillons, des guêpes, c'est un petit peu moins... Là, l'avantage, c'est que Les abeilles, voilà. Ouais, mais elles ressortent. Voilà, elles ressortent, les abeilles. Et encore... Ça libère les mouches, ça libère Ouais. les abeilles. Mais les abeilles, encore, ils vont pas trop parce que le vin blanc, ça les attire pas trop. Un petit peu. Petit peu, très peu. En même temps, les frelons les attrapent. Voilà. Donc ça c'est notre gros problème là, on verra. Il y a eu quelques attaques de nids en porte de Maurienne, mais pour l'instant ici il n'y a pas eu trop d'attaques. Mais nous, on devrait en avoir un, parce que la cadence où ils arrivaient, les frelons... Alors des nids de frelons, 4 minutes. ouais, il y en a eu beaucoup de repérés, de détruits en bas là, du côté de la Fournache, Jevoudaz, ouais. Là il y en a dans le bas de la vallée. Ouais, Si on ouais. veut faire la chasse, il faut faire quoi? Si on veut dire, tiens, aujourd'hui, on va en forêt, on va... Le problème, c'est de voir, c'est de tomber dessus, parce qu'ils sont à, Ouais. à 15-20 mètres d'auteur dans les feuillages, vous voyez. Alors, moi personnellement, j'ai pas été embêté. Quand il y a des années de disette en fruits ou autres, eh ben, ils peuvent se rabattre sur les ruches. Alors souvent, le frelon se rabat pas sur les ruches d'abord. Ça va être les fruits pourris, voilà, il va trouver d'autres sources de protéines aussi, mais il s'attaquera pas aux abeilles. Aux abeilles, il ira plutôt quand c'est le mois de septembre, quand il est un peu en disette. C'est souvent là qu'il y a des attaques et que les frelons déciment certaines ruches. L'an dernier, on a vu qu'ils faisaient l'affût dans le safran, parce que les abeilles faisaient utiliser le safran, ben, ils étaient là pour les Oui, ils peuvent aussi prélever des butineuses en champ, effectivement. Ouais, ouais, ça arrive. Ouais. Voilà. Il y a le frelon asiatique et le frelon européen. Donc le frelon européen a les pattes noires et le cul jaune. Et le frelon asiatique, il a les pattes jaunes, mais vraiment jaunes. Et l'arrière est noir. Ouais, là, je vous en ai pas présenté, j'aurais pu en mettre un, mais effectivement, ouais, voilà. Je sais pas si vous voulez en voir un, non? À la base, moi, j'en prenais un sur deux, Ouais. c'était un coup l'un, un coup l'autre. Et puis donc dans les ruches, on a d'autres problèmes. Hein. Donc je vais vous donner une petite liste. On a la maladie des ailes déformées. Hein. Donc c'est une maladie contagieuse de l'abeille due à un virus qui est répandu dans les colonies. Voilà, ça peut arriver. Ensuite, la loque américaine. Donc c'est une maladie grave et contagieuse de l'abeille mellifère. C'est dû à une bactérie qui peut se propager avec des spores. Donc là, si on a ces problèmes-là, ben, on brûle les cadres et on supprime les abeilles, pas le choix. La loque américaine, parce que c'est ramené de là-bas. Oui, c'est des maladies qui viennent de d'autres continents. Aux États-Unis. La loque européenne, ben, c'est celle de chez nous, mais c'est pareil, c'est le même problème.
Donc voilà, la nosémose, pareil, je vous lis rapidement. Donc c'est une maladie contagieuse de l'abeille mellifère due à une microporidie. Donc en fait, si vous voulez, c'est assez technique les maladies des abeilles. Donc pour ça, on a des fiches, des revues, justement, que je vous propose après de regarder et de vous servir d'ailleurs, parce que j'en ai tellement que je m'en sépare. Et dans ces revues, on a très régulièrement des explications sur ces différentes maladies pour les repérer, les comprendre. Et puis, on est aidé de techniciens sanitaires apicoles, c'est-à-dire au niveau de la Maurienne, il y en a 5 ou 6, c'est des gens formés par des vétérinaires spécialistes des abeilles. Et c'est des gens qui nous aident si on les contacte, et ils font même d'eux-mêmes des fois des contrôles dans vos ruchers. Moi, ça m'est arrivé une année, il y en a un, il m'a contacté, il est venu voir mes ruches. Il fait une visite inopinée, il vient, il ouvre les ruches avec vous, et il s'assure que tout va bien. Alors, s'il y a tous ces malheurs ici, qu'est-ce que ça doit être dans les endroits où il y a des pesticides sur tous les... Alors, c'est un autre problème en plaine qu'on n'a pas ici en Maurienne, mais effectivement, il y a le problème des pesticides, des néonicotinoïdes, là, dans les champs ou autres, et effectivement, il y a des abeilles qui en meurent, qui ne reviennent pas à la ruche. Ouais. Et puis il y a d'autres maladies, donc celle qui nous concerne, c'est le varroa, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un acarien qui se met sur l'abeille, c'est une puce, et en fait ça se développe par milliers et ça affaiblit la colonie, donc en gros pour contrer ce problème-là, les laboratoires pharmaceutiques ont inventé des manières de soigner les abeilles et des produits, et par exemple moi j'utilise la bandelette d'amitrase, en voilà une. Donc c'est une bandelette sur laquelle il y a un produit d'amitrase qui permet de tuer ce varroa en fait. C'est une molécule qui le tue sans tuer l'abeille. Et donc tous les automnes, avant l'hiver, on soigne la ruche du varroa avec ces bandelettes. Mais il y a d'autres techniques. Ça, on utilise ça que quand on a pris le miel, c'est-à-dire qu'on met les... Voilà, ça se fait après la récolte évidemment. Ouais. Après au mois d'août, En fait, ça se met dans la ruche. on n'a pas le droit de traiter pendant le... Voilà, ça s'utilise, pour être précis, ça s'utilise pendant 10 semaines, la diffusion c'est 10 semaines, et ça se met après la récolte, comme ça, entre deux cadres, vous mettez un petit bout de fil de fer, vous la mettez à l'intérieur, près du couvain, et en fait les abeilles, elles vont, pendant leur fonctionnement à l'intérieur des cadres, forcément à un moment donné, elles vont toucher cette bandelette, et ça va leur diffuser le produit, et s'il y a du varroa, ça le tue. Et vous le retrouvez dessous. Alors sous cette ruchette-là, j'ai une petite planche. Il y a un petit fond grillagé. Effectivement, sous cette petite planche, vous pouvez trouver les résidus de varroa. C'est des petits points rouges. Et ça vous donne une bonne indication de l'infestation ou pas de la ruche. Mais, ouais. Ouais, voilà. Moi, je les compte pas sur toutes les ruches, mais ouais. Je vais vous demander, est-ce que le miel il peut être contaminé? Par ces produits, non. Non, par les maladies. Non. Par contre... Je dis ça parce que moi j'habitais beaucoup en Calédonie et c'est interdit d'amener même un pot de miel pour ne pas contaminer nos abeilles là-bas. Oui, effectivement, il y a des endroits comme la Nouvelle-Calédonie où ils sont protégés du varroa et de d'autres maladies. Et il y a ces régions, des fois, qui prennent des décisions d'interdire les importations de miel et de dessins. Et... par exemple, le varroa, il est en France, il est arrivé en France en 1982, et je sais qu'à l'île de la Réunion, il y a moins d'une dizaine d'années qu'il est présent. Voilà. Donc, on ne peut pas l'emmener avec du miel en fait. Non, par contre, c'est avec les abeilles et les cadres que vous pouvez le transférer. Non, le miel, lui, il n'a pas de contamination. Un pot de miel, hein. Ah ouais. Parce que les maladies. Oui, il pourrait y avoir un résidu de cire, quelque chose avec un... Oui, possible, oui. Bon. Dans le miel, ils arrivent à faire dans les analyses, ils arrivent à retrouver des... Parce qu'il y a des pays où ils ne font pas assez attention, où ils retrouvent des pesticides, mais ils en retrouvent dans la cire. Hein. C'est pour ça que le rucher des allobroges, quand on revend la cire, quand on traite la cire, ils refont que la cire du rucher des allobroges. Voilà. Mélanger, parce qu'ils arrivent à retrouver vous pouvez en acheter dans l'Italie ou n'importe où, mais c'est que des cires qui risquent d'avoir des pesticides dedans et des saletés, et ils arrivent à la... Voilà, donc les problèmes de maladie, ça c'est aussi notre job, hein. Il faut pérenniser nos colonies d'abeilles, donc il faut les surveiller. Dès qu'il y a un problème,
On a des solutions et on a des référents dans les associations, des techniciens sanitaires apicoles qui peuvent nous éclairer. Et là, justement, j'ai une petite pile de fiches qui nous renseignent sur les différents problèmes qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut y faire. Voilà. Avant, il y avait moins de transhumance et les gens, ils n'achetaient pas des essais qui venaient tout à fait, oui. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de trafic entre les États, les pays. Et, ouais. Oui, il y a des problèmes. Par exemple, en Italie, au sud de l'Italie, dans les Pouilles, tout ça, il y a des maladies qui s'appellent le petit coléoptère de la ruche. Nous, on l'a pas en France. Mais ils l'auraient trouvé, effectivement, où ils ont brûlé des ruchers entiers. C'est-à-dire, vous avez le petit insecte, le petit coléoptère dans la ruche, il vous fait mousser le miel. Hein. Le miel est immangeable. Et ben ce petit coléoptère, si vous l'avez dans la ruche, vous n'avez pas le choix, vous prenez la ruche, les cadres, la cire, vous brûlez tout. Ah ouais, il n'y a pas le choix. Sinon, vous contaminez toute la région. Voilà. Donc là, en Maurienne, je dirais qu'on est assez préservé. Notre premier souci, on va dire, c'est la météo. Le varroa, tout le monde en a, donc ça, on fait le nécessaire. On a les laboratoires pharmaceutiques qui ont mis sur le marché des produits qui sont autorisés. On arrive à peu près à y maîtriser. On y maîtrise. Et puis du reste, les pesticides, on n'est pas trop impacté, voire pas. En montagne, on n'est pas. C'est vraiment notre premier souci, c'est la météo. Et puis le frelon maintenant qui arrive, on verra bien. Après, il y a un autre traitement qui existe avec le varroa. Oui, pour le varroa. Ah, pour le varroa, il n'y a pas que les bandelettes, bien sûr. Il y a des produits en flacon, par égouttement, par diffusion. Oui, il y a plein de solutions. Il faut mettre l'hiver quand il n'y a pas de. Voilà. C'est ce qu'on appelle le traitement flèche et on le fait à base d'acide oxalique. Voilà. Je ne sais pas si tu l'utilises. C'est compliqué d'ouvrir une ruche pour mettre le produit. Parce que... Souvent, c'est des apiculteurs qui ont des ruchers bien exposés contre des rochers plein sud qui font ça. Moi, je ne le fais pas. Moi non plus. Ouais. Enfin, si, moi, je le fais. Ouais. Non, moi, je reste sur le... Moi, je reste sur la bandelette d'amitraz et après, je joue sur le fait qu'entre les quelques essaimages que j'ai... Parce que quand tu as une ruche divisée en deux, qui a un essaim qui part, quelque part, la pression de varroa, elle est divisée par deux. Ben oui, il y a la moitié qui part, donc il y a ça. Après, il y a le traitement aux bandelettes que je fais toutes les années sans faute. On en met d'ailleurs 2 par ruche, c'est assez conséquent. Et puis, l'hygiène de la ruche, ça compte pour beaucoup, je pense. Changer les cires, alterner les cadres, enfin... On va voir les gens qui vendent de la propolis, ceux qui vendent du pollen, où est-ce qu'ils mettent ça dans la ruche? Alors, le pollen, ils mettent une grille à pollen devant. C'est un dispositif qui s'adapte sur le trou de vol. Et quand l'abeille passe avec ses pattes, ça décroche la pelote de pollen. Et c'est comme ça qu'ils ramassent le pollen. Voilà. Donc, faut pas le faire tout le temps. Faut le faire de temps en temps. La propolis, j'en ai pas emmené, mais ils mettent une grille en plastique au-dessus du corps de ruche, et les abeilles, quand il y a des trous, elles ont horreur, elles bouchent avec de la propolis qu'elles génèrent, qu'elles produisent. Donc les trous sont bouchés, on récupère cette grille, on la met au congélateur pour durcir la propolis, et après on torde cette grille, ça casse la propolis, et après on la fond et on l'épure. Voilà. Et puis la gelée royale, on fait de l'élevage de rennes et on récupère les cellules dans lesquelles on vient extraire la gelée royale fabriquée pour élever la reine. Alors ouais, c'est même plus qu'une petite cuillère. Voilà. C'est un cure-dent. Ouais. Et il faut une très bonne vue pour faire ça. Ça se fait en Maurienne, ça se fait dans les Urtières. Il y a une miellerie qui le fait dans les Urtières. Voilà. Après, moi, personnellement, je fais ni propolis, ni pollen, ni gelée royale, mais ça se fait, il y en a qui s'amusent. Faut du temps, effectivement. Ouais. Même moi, ça me prend un certain temps. Voilà un peu la vie de la ruche et des abeilles sur l'année. Après, il y a beaucoup de matériel qui existe maintenant qui n'existait pas dans le temps. Alors oui. Le truc
Pour empêcher les abeilles de monter. Ah oui, le chasse-abeilles, c'est-à-dire la veille de la récolte, on positionne cette grille spéciale sur le trou de la planche qui couvre la ruche. Il faut soulever les hausses. Voilà. Il faut mettre ça dessous et les abeilles, en fait, ne peuvent plus monter dans les hausses et restent en bas dans le corps. Et en fait, elles remontent plus. Et en fait, quand on va chercher son miel dans les hausses le lendemain, dans les étages, eh ben, il y a moins d'abeilles. Alors moi, je le fais pas. Moi, j'utilise un souffleur électrique et je mets ma hausse à la verticale, je souffle les cadres et les abeilles s'en vont hein, avec de l'air. Voilà. Et je récupère mes cadres de miel comme ça. Voilà. On ne peut pas trop souffler quand on souffle. Il ne faut pas trop souffler avec le souffleur parce que sinon, alors, si vous mettez dedans, le soufflet, ça peut donner gros bien. le soufflet fumé, donc moi je brûle un peu de toile de jute, un peu des granulés d'herbe, des trucs comme ça. Donc ça, cette fumée-là, les abeilles, ça les calme. En fait, elles pensent qu'il y a un incendie, donc tout de suite, elles se donnent le mot, elles s'alertent entre elles et elles se mettent en position de défense. Et en fait, la position de défense, c'est-à-dire elles vont pas être agressives, elles vont se mettre en retrait, quoi. Hein, c'est ça, hein? Ouais, ça peut être en photo. Elles se mettent en voilà et ça les calme. Donc on les enfume copieusement quand on ouvre la ruche. Et puis après, ben, on peut sortir les cadres. Je vais vous faire la démonstration. Je ne vous prie pas, quand vous prenez le miel, elles s'agitent. Elles sont pas contentes. Voilà, comme ça, vous sortez vos cadres avec le lève-cadre. C'est vrai qu'avec les mains, les doigts, on peut pas. Parce que vous avez votre tenue, vous avez vos gants. Donc, c'est pas si simple que ça. En fait, on a une pince. Voilà, il y a aussi une pince qui existe que j'ai pas pris. On décolle le cadre, on Voilà. sort le cadre avec la pince. Bon, la pince, moi, je fais quasiment pas. J'utilise que le lève-cadre avec la partie courbée. Souvent, ça va bien aussi. Voilà. Un cadre bien plein de hausse, donc la moitié de la hauteur dessus, vous voyez là, quand ils sont, certains qui sont bien pleins, bien operculés, ils arrivent à se toucher les uns les autres, vous arrivez à avoir 2 kilos dedans. Ah oui, là, ça pèse. Hein. Ça pèse. Hein. Ouais. Voilà. Après, il y en a qui sont pas bien remplis, d'autres qui sont bien remplis. Et normalement, quand on extrait le miel, il faut que les alvéoles soient operculées. Ouais. C'est-à-dire que quand les alvéoles sont operculées, c'est que le miel il a été ventilé et il ne reste environ que de 13 à 15% d'eau dedans. Sinon, il y a 50% d'eau. Oui, effectivement, ce que j'ai pas précisé, quand on récolte au mois d'août, alors moi je récolte généralement vers le 15-20 août, on dit que le miel est mûr, donc il est operculé. Et oui, effectivement, chaque alvéole est recouverte d'une petite pellicule de cire qu'il faut retirer avec un couteau avant de mettre dans l'extracteur que vous avez vu tout à l'heure pour extraire le miel. Sinon, le miel ne sort pas. On dit qu'il n'y a pas d'eau dans le miel. Alors, il y a un taux d'humidité dans le miel. Si on veut pas être embêté, il ne faut pas qu'il dépasse 18%. On dit que le miel, c'est pas périssable. Non, non. Parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Alors, il y en a, mais il faut que ça soit sous les 18%. Ça veut dire quasiment pas, quoi. Comment pour qu'il n'y ait pas d'humidité? Eh ben, faut récolter le miel quand il est mûr, quand il est justement, il y a cette petite, voilà, non, quand elles operculent, quand il y a la petite pellicule de cire sur toutes les alvéoles. Donc on peut acheter du miel qui a été tiré alors que c'était pas operculé, et donc ce miel-là. Ben, il peut fermenter, il peut tourner, quoi. Ouais. Pas forcément. Ouais, il se conserve pas forcément, il peut fermenter. Ouais. Ouais. Dans la jeunesse, on mangeait des cadeaux de miel, c'est-à-dire carrément le rayon Oui. lequel on avait coupé l'entrée. Alors, les cadres de hausse, ça m'est déjà arrivé. Il y a des clients qui m'ont déjà demandé, ils veulent pas le pot de miel, ils veulent acheter par exemple la cire avec le miel sur ce cadre de hausse. Voilà. Souvent, c'est les Arabes qui prennent la cire directement. Et ils la mangent, la cire? Non, mais ils extraient le miel, ils font eux-mêmes. Après, je sais pas les détails de l'usage, mais ils ont l'habitude de l'acheter comme ça, certains. Ils l'achètent pas en pot. Bon, c'est très rare, mais ça arrive. Ouais. Après, dans le miel, c'est comme dans n'importe quel autre produit. Hein, il y a les tricheurs, puis ceux qui... Ah, puis après, bah, effectivement, il y a tous les problèmes de miel, d'assemblage de miel qui viennent d'ailleurs. Bah oui, ça arrive.
Malheureusement, en France, on consomme 15 000 tonnes de miel produit par les apiculteurs français, mais on en utilise plus, donc forcément, il vient de Il y a l'étranger. beaucoup d'importations. Ouais. La production française ne suffit pas. Je crois que la production française, elle est à un peu plus de la moitié de ce qu'on consomme. Donc ça manque encore. Je sais même pas si- Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui passent par l'Espagne, parce que par l'Espagne, ils arrivent encore à... Les gros fournisseurs, c'est l'Espagne, C'est l'Espagne qui nous le refile. ouais, et les pays de l'Est aussi. Voire des fois même plus loin, mais bon. Il faut bien lire sur les pots que vous achetez, c'est bien... Mais le mieux, c'est d'acheter le pot Croix de Savoie ou le petit apiculteur du coin ou votre voisin, c'est quand même le plus sûr. Ah, mais ça existe déjà. Ça existe déjà, ces mélanges. Et C'est du sucre, du sirop de sucre. C'est du sirop de sucre Sirop de sucre. qui est agrémenté d'arômes, de colorants. C'est facile à de- faire du miel, hein. Il suffit de leur donner à bouffer tout le temps. Hein. Ouais. Elles descendent le sucre. elles le transforment. Ah non, Non. elles mangent, elles le digèrent, mais c'est que du sucre. Oui, j'en ai pas parlé non plus, mais effectivement, donc le miel que je fais moi, donc je vous en propose après en vente des petits pots de 500 grammes ou d'1 kilo. C'est du miel toute fleur à dominante de tilleul et d'acacia, donc ça c'est deux essences qu'on trouve pas mal au Châtel et à Hermillon. Et puis, bah oui, elles vont en forêt, elles vont dans les ronces, elles vont, oui, dans les bourrages, enfin c'est du miel de toute fleur. C'est quoi ça vous avez dit là? Alors, je sais plus Il y celle-là. a des cosmos, que non, c'est- Non, je suis perdu. J'ai besoin d'aide. Les petites fleurs violettes. Là. Non, ça pousse tout seul. Ah oui, bah c'est qu'elle avait. C'est les boîtes Ah, la mauve. Les boîtes sont Comment tu dis? La mauve. La mauve, ouais. Peut-être, ouais. de la mauve, oui. Peut-être, ouais. Alors attention, elles vont pas sur toutes les fleurs que vous voyez. Les abeilles, elles sélectionnent. Si par exemple il y a ces belles fleurs-là et puis qu'il va y avoir un tilleul en fleurs au même moment, elles vont aller plutôt au tilleul. Voilà. Elles font comme nous. Hein. Ouais, elles vont là où c'est le meilleur. Et toutes les plantes mellifères ne se valent pas sur la quantité de pollen qu'elles ramènent. C'est pas pareil partout, sur toutes les fleurs. Donc elles sélectionnent. La facélie, c'est le Ça c'est bon ça. Ouais. facélie, il y a le cosmos. Ouais. Il y a beaucoup les fleurs jaunes et les fleurs bleues. Ah oui, il y a des fleurs, il y a même des fleurs où elles y vont pas du tout. Et là, c'est des bourdons ou d'autres insectes qui pollinisent. D'autres races d'abeilles. Ouais, c'est d'autres races d'abeilles qui font. Les abeilles domestiques vont pas sur toutes les fleurs que vous voyez sur cette photo. Enfin, peut-être là, elles y vont sur la majorité, mais il y a des. Ou sur des fleurs d'arbres aussi. C'est souvent sur les toutes petites fleurs. La lavande, elles aiment bien la lavande. Lavande, ouais. La grosse boule blanche. Ah, il y a du monde. Mais, du miel d'acacia. Non, que acacia pure. Puis c'est compliqué l'année dernière. Nous, dans la vallée, on en a pas mal. L'année dernière, on n'a pas fait de miel. Là, dans le miel que je vous propose, de l'acacia, il n'y en a quasi pas du tout. Alors qu'il y a des années, il y en a. Ouais. Nous, on en a pas mal ici, ouais. Nous, on n'a pas d'acacia. Ouais, très peu, mais moi où j'ai mes ruches, il y en a beaucoup dans les petites combes là, que vous voyez en est vers la montagne. Il y en a jusqu'à plus de 1000 mètres. Hein. Ouais. Non, mais nous, de ce côté, Ah, vous non, ouais, peut-être qu'il y a moins. Châtaignier non plus, hein, vous. Hein. non, nous, on n'a pas de châtaignier. Nous, on en trouve. Alors là, moi où je suis, par exemple, les abeilles peuvent des fois descendre au lieu de monter. Elles vont butiner du côté de Cuine, au Châtel. C'est comme les tilleuls. Ouais. Il y en a Alors, quelques-uns. ce qu'il faut dire, c'est que les abeilles, elles butinent, elles peuvent aller jusqu'à 3 km de distance. Donc, si elles ont décidé d'aller au Châtaignier, depuis le Châtel jusque vers la commune de Cuine, là où il y a la carrière Martoya, là vous voyez, eh ben elles peuvent y aller. Hein. Ah ouais. Après, elles font qu'un voyage par jour. Hein. Ouais. Et après, quand ça leur convient plus ou qu'on est tard dans la saison, au mois de juin, fin juin, début juillet, après elles vont vers le haut, elles montent vers l'alpage. Et il y a les lierres. Après, aussi. Et puis les lierres, ça c'est au mois de septembre-octobre. Les lierres, les ronces. Voilà, qui vont renforcer. C'est des mielés d'automne, ça, on va dire. Hein, après. Ouais, le lierre, ça, c'est très bénéfique au mois d'octobre. Ouais. Il n'y a qu'une récolte. Alors, moi, je fais qu'une récolte, mais il y a des apiculteurs qui font des fois une récolte de printemps.
Voilà. Et puis souvent, ceux qui font des multi-récoltes, ils transhument, ils déplacent leurs ruches. Ils vont mettre des ruches au printemps en plaine, ils vont les monter sur une fleur spécifique. Moi, je connais quelqu'un qui fait du miel de pissenlit en Haute-Maurienne. Ouais, c'est un miel très blanc. Est-ce que tu utilises des grilles à reine pour qu'elles montent dans les caves? Alors, toutes mes ruches sont équipées de grilles à reine entre le corps et les hausses. Ouais. J'ai jamais eu de ponte dans les hausses. C'est une grille où il n'y a que la reine qui passe, c'est-à-dire Ouais. que vous avez le trou que vous avez. Les trous que vous avez sur le plastique blanc, c'est la même forme. Ouais, ça ressemble un peu à Léo. On met dessus, et ça évite la reine de monter dans Ouais, ça ressemble un peu à ça, mais c'est au format du corps de si ruche. la reine monte dans la hausse, elle va pondre. Ouais. Et après, quand elle pond, vous avez les abeilles en cours de naissance. Vous ne pouvez plus extraire le miel parce que c'est tout mélangé. C'est vrai, c'est perdu. Hein. Donc il faut éviter que la reine monte dedans. Donc il y a les grilles à reine maintenant. C'est tout des nouveaux trucs qui n'existaient pas dans le temps. Hein, ou alors. Voilà. Avec des goulots, à l'époque, on faisait ça dans un simple seau ou dans un tronc d'arbre, récolter le miel dans un tronc d'arbre. Oui, ça au début, oui. quelque chose. Oui. Tous ces ruches et tous ces formats, parce qu'il y a plusieurs formats de ruches. Moi, j'utilise d'Adam, ce format-là, mais il y a d'autres ruches. Il y a la Voirneau, la Layens. La Voirneau, c'est bien dit, c'est un autre format de cadre. Ouais. La Voirneau, c'est une ruche avec un cadre carré. Combien c'est? 33 par 33, non? Quelque chose comme ça, ou 32 par 32 cm. C'est un peu plus carré. La Voirneau et la Dadan sont bien adaptées à la montagne. Les autres formats de ruches, plus la plaine, mais bon, et après il y a... L'avantage d'avoir la Dadan, c'est ce qu'on utilise le plus. C'est le plus courant, ça, en format de ruche. On a un cadre de chez lui, il mettre ici. Chez moi, par exemple, le cadre, le cadre, il est calibré, il rentre dans la ruche. Voilà. Les ruches sont calibrées. C'est standardisé, en fait. C'est standard. Et effectivement, entre apiculteurs, c'est très pratique. Voilà. Après, dans la vallée, là, il y a des gens qui fabriquent des rennes, il y a des gens qui fabriquent des essaims qui vous les vendent, il y a toute une économie aussi autour de tout ça. Hein. Voilà. Et le fil de fer que vous voyez dans le cadre, là, c'est du fil d'inox. Attends, je vais leur faire voir. C'est bien précis. Donc il faut l'appareil à filer, il faut passer le fil, il faut le tendre. Un cadre nu avec le fil que j'ai déjà préparé. Passez votre doigt sur le fil. Voilà, il est rainuré. Il est tout comme ça. Voilà, j'ai passé une roulette. C'est une roulette qui passe. Une roulette zigzag. Ça zigzague le fil, c'est meilleur pour l'accroche. Après, donc, on prend les cosses plus et moins. Moi, je me mets une cosse plus, une cosse moins là. Ça envoie du courant dans le fil et ça le chauffe. Et en chauffant, ils font la cire. Je le fais encore refaire. Toi, tu fais encore refaire. Ah ouais, moi, je fais. J'en fais peu. Ah ouais. Voilà. Et ça fond, mais le fil, il se colle sur la. Et voilà, ça fait. Évite à la plaque de tomber. Voilà. Et du coup, la feuille de cire est bien droite sur le cadre. Et après, ça donne ça. Voilà. Voilà, c'est collé. Ça tient juste Par le fil de fer, ouais. Alors moi, mes cadres, si vous regardez bien sur le dessus, j'ai marqué l'année. Alors celui-là est neuf, mais j'ai bien mis l'année. Et chaque année, je sais si mes cadres ont 1, 2, 3, 5, 10 ans. Ça permet de suivre un petit peu l'évolution. Le gaufrage de la cire, ils construisent exactement sur le dessin. Hein. Le dessin qui est sur la feuille de cire, l'alvéole. C'est exactement sur le dessin. Hein. C'est à 6 bandes, elles font des... Voilà, et pour finir, je voulais vous faire voir cette petite vue là d'un rucher au Maroc, un rucher coopératif, où tous les apiculteurs en fait se mettent sur le même site. Mais ils ne travaillent pas du tout avec une ruche d'Adam, ils travaillent dans des ruches avec du bois et de la terre. Ouais, voilà. En terre, bois et paille, ouais. Voilà. Ça existe, voilà, c'est une autre forme d'apiculture à l'étranger. On espère qu'ils n'ont pas de pesticides. Ils n'ont pas d'hiver. Alors, oui, effectivement, les saisons sont différentes. Donc, oui, d'un pays à l'autre, l'apiculture ne se fait pas de la même manière. Ouais. Ça sent bon. Le prix du miel aussi, je ne sais pas si ça vous donne une idée, mais au Maroc, il est vendu beaucoup plus cher qu'en France. Parce qu'il est plus rare.
Et le miel le plus cher, c'est le miel de Manuka. C'est... Voilà, je vois que vous connaissez, ouais. Je crois qu'on est à 150 € le kilo. En Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, ouais. Voilà, c'est un miel fait sur un arbre spécifique que les abeilles raffolent. Et il est vendu 150 € le kilo, soi-disant il aurait des vertus. Alors moi j'en avais goûté une fois, mais bon. Oui, il y a aussi tous les bienfaits du miel pour ce qu'on appelle l'apithérapie. Mais c'est parce qu'il a été beaucoup étudié. Oui. Et apparemment, il y a bien d'autres miels, Oui. les mêmes propriétés, mais comme ça n'a pas été étudié. Voilà, tous les miels, même le mien, pourraient s'utiliser, mais bon, ça marche, oui. Sur les blessures. Ouais. Voilà. Il y a énormément d'entretiens, et que ça, on a peine à croire, mais il y a beaucoup d'entretiens entre le nettoyage des cadres. Ah oui, sur l'année, une ruche, ça représente quand même un certain nombre d'heures. Hein. Ah bah oui. En fait, c'est pour ça que les apiculteurs sont des passionnés, parce que c'est du boulot. Et s'il n'y a pas la passion, il va en avoir marre. Il faut... se tenir prêt au printemps avec des cadres, avec des ruches propres. Faut suivre, ouais. Faut être présent au bon moment. C'est des fois délicat, mais... La surveillance, au moment des essaimages, mais voilà. C'est tous les jours. Moi, je sais qu'à un moment donné, je me relaye avec ma maman. Et on se relaye, on essaye d'aller jeter un œil. Voilà. Entre midi et 2h. Voilà, les essaims, ils sortent des ruches voilà, dans ces heures-là. C'est radical. Ah ouais. Souvent. Alors, je ne sais pas si on pourrait faire ça, mais maintenant, avec les... Quelquefois, il reste 5 minutes. Quelquefois, il reste 2 heures. Puis des fois, il reste 2 jours. 15 jours. Ouais, c'est ça, ou même plus. Bon, c'est comme ça. Voilà un peu, ainsi va la vie des abeilles. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Et puis je voulais remercier l'équipe de M'organisez-vous qui est derrière moi, qui fait un super boulot de représentation. Voilà. On aura un beau rendu, un beau petit film. Merci à vous. J'ai l'impression que la présence de Moyenne, enfin, les gens... Il y a encore 6 spectateurs. Ah oui, c'est vrai, j'oublie de saluer. On a aussi nos amis spectateurs. Alors je les salue à distance parce que donc on avait envoyé le lien pour qu'ils puissent nous suivre. Alors je vous salue et merci pour votre écoute. Et puis j'espère que je vous ai appris un peu des choses. Merci à vous. Ce que j'allais dire, c'est que la présence des techniciens de Maurienne TV sont très utiles dans une... M'organisez-vous. M'organisez-vous. Mais oui, mais vous êtes aussi Maurienne TV. Donc, mais c'est la sauce M'organisez-vous qui est là. Ce soir, c'est pas Maurienne TV, je le reconnais volontiers. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette présence va donner de l'intérêt à toutes les soirées que l'on peut faire dans un coin comme ça. Parce que si on n'est pas nombreux comme ce soir, c'est pas grave parce que ça sera repris derrière au niveau de la télé. Et j'ai l'impression que si la Maurienne, dans son ensemble, quand elle fait des soirées comme celle-ci, fonctionne avec vous, ça va décupler l'intérêt de faire des soirées comme celle de ce soir. Et aussi bien ici qu'ailleurs. Juste un petit mot, donc sur la table à votre gauche, là, donc là-bas, j'ai mis toute une série de revues et de petits livres que vous pouvez vous servir. Hein. Je vous les donne. Oui. Je vais vous poser une question. Oui. Moi, j'ai lu sur des magazines que le miel, quand on le prend dans le pot, c'est pas un truc métallique. Non, ça dit... Oui. Dans l'idée, si on veut vraiment respecter le miel, il faut une cuillère en bois. Ouais. Oui, mais comme il est déjà passé dans des trucs en inox, c'est pas gênant d'avoir une cuillère en inox. Non, mais toutes les cuillères... Voilà. Ouais. Oui, oui, aussi. Oui. Oui. Mais il y a le métal contre. Ça détruit un peu. C'est ce qui se dit. Bon, après, moi, personnellement, j'y vais à la petite cuillère. Hein. Je ne m'embête pas avec le bois, mais oui, vous avez raison. Mais dans le temps, les extracteurs, ils étaient en bois. Hein. Moi, j'en ai récupéré un. En bois. Et puis après, passer un temps, moi, mon grand-père, quand j'ai repris le rucher, c'était de l'étamé.
C'était pas de l'inox. Alors c'était un peu pénible ça, parce qu'il fallait tout le temps y nettoyer. Ouais, de l'étain. Il fallait tout le temps y nettoyer, c'était un peu compliqué. C'était pareil pour le vin. Et ça donnait un peu, pas le goût, mais... C'était dans des cuves en bois, maintenant c'est des cuves en Voilà. inox. Non, l'inox, c'est ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui. Hein. Ça dépend du goût qu'on veut donner au vin. Voilà. Et les crémages, ce que vous voyez dessus sur le maturateur, la pellicule là, c'est pratiquement tous les jours. Au début, la première semaine, c'est pratiquement tous les jours qu'il faut l'enlever. Voilà, j'ai remis la photo. Ça fait carrément une pellicule complète, hein, ça fait comme, voilà. Comme le pot-au-feu quand vous écrémez. Voilà. Et cet écrémage, alors moi je le récupère, en général ça fait un petit kilo hein, sur un gros fût. Là, parce que là c'est un fût de 20, là, de 200, pardon. 200 kilos, là ça enlève un bon kilo. Donc moi je redonne à manger aux abeilles, je remets sur une ruche quand elle a besoin. Sur un morceau de pain, ça ne doit pas être mauvais non plus. Oui, mais bon, ça reste un peu mousse et résidus, micro-résidus, donc bon voilà. Et c'est pour ça donc le miel est très propre. Et j'ai une dernière chose, c'est que ce miel que je produis là, je le mets tous les ans pratiquement en concours. Et il y a un concours Savoie-Mont-Blanc qui existe, donc avec des remises de médailles. C'est à l'automne, au mois de novembre. Et ce miel, j'ai déjà eu des médailles d'or, d'argent et de bronze. Et voilà, donc... Petite question, est-ce que quand ton miel est dans le maturateur, est-ce que tu le brasses? Non, je le laisse tel que. Moi, je ne le touche pas. Par exemple, Nicole Chaplas, elle le brassait. Ouais, peut-être. Si tu le brasses, ça fait plein de bulles d'air. Non, justement, l'intérêt de la maturation, c'est les bulles d'air sont bien remontées à la surface avec l'impureté, les impuretés, les micro-impuretés. Donc moi, je n'y touche pas. J'écrème 2-3 fois et puis je mets en pot au bout de 15 jours. Et dans le maturateur, tout pendant qu'il y a de la mousse dessus, il faut le laisser dans le maturateur. Ça arrive un moment où il n'y en a plus. De toute façon, il n'y en a plus, ouais. Voilà, donc là le maturateur 200 kg, c'est une très très belle année. Hein. Voilà. Voilà, merci à vous. Ça fait longtemps que j'entends parler d'abeilles, mais là on est dans la précision. Moi, ce que je voudrais, c'est prolonger